Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition d'Extra Local. Cette semaine, nous recevons le porte-parole d'Éric Zemmour, vice-président de son parti Reconquête. Guillaume Pelletier, le député de Loir-et-Cher, est notre invité. Guillaume Pelletier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous durant cette petite heure durant laquelle vous serez interrogé par 3 journalistes de nos régions, à commencer par la Nouvelle-Aquitaine, représentée ici par Jefferson Desports de Sud-Ouest. Bonjour Jefferson. Bonjour Marie, bonjour Guillaume Pelletier. Bonjour. Un habitué, ainsi que Claire Stenlen qui représente la Bretagne, journaliste au Télégramme. Bonjour Marie. Bienvenue Claire. Voilà. Et en face de Claire, une journaliste que vous connaissez sans doute, puisqu'elle est de votre région, le centre Val-de-Loire. Il s'agit de Delphine Blanchard, journaliste à la Nouvelle République du Centre-Ouest. Bonjour. Bonjour Delphine. Voilà, les présentations sont faites. Avant de démarrer le débat, je vous propose de regarder ce portrait français de vous, signé de notre partenaire Néo TV. On arrive à la gare, c'est le soir, il y a une ambiance particulière, il y a une communauté qui se crée dans le wagon ou dans le train. Et au petit matin, quand le jour se lève, ces paysages merveilleux et la France qui défile. La Sologne, au cœur du Loir-et-Cher, du Loiret et du Cher. Une région absolument magnifique. La nature à l'état pur, on dit chez nous en Sologne. Choisir un village, parce que je trouve qu'on parle beaucoup des métropoles et des villes en France, c'est très bien, mais on parle pas assez des villages, des communes rurales, et évidemment celle qui m'a fait confiance pour mon premier mandat de maire, parce que j'étais maire de Nain-sur-Beuvron, une commune rurale du Loir-et-Cher. L'odeur de bon matin d'une boulangerie, avec ces boulangères et ces boulangers qui se lèvent à 2 ou 3 heures du matin pour pouvoir nous nourrir, je trouve ça extraordinaire, délicieux, et on devient très gourmand. Le XVIIe siècle, parce que c'est le siècle où l'État, où la nation prennent le pas sur toutes les féodalités et la France se réconcilie avec la grandeur. Et puis en plus, vous avez Molière, Corneille, Racine. Un siècle incroyable. Celui dont j'avais 15 ans, j'ai entendu sa voix en mai 92 sur France Info. Il s'appelait Philippe Séguin, il avait une voix rauque, grave, et il a demandé au peuple français de se lever pour dire non aux technocrates de Bruxelles. 1881-1882, Jules Ferry, qui lui aussi se dresse pour créer l'école gratuite. Rien de grand ne se fonde et ne se refondera dans notre patrie sans refaire l'école. Chirac 95, extraordinaire, parti de rien et il gagne. Et puis celle-ci, franchement, c'est pas parce que j'y participe, mais Zemmour 2022, la ferveur, l'enthousiasme, la dynamique, c'est assez impressionnant. On l'a entendu, la Sologne, votre région de prédilection, votre région d'élection aussi. Pourtant, vous êtes un enfant de Vanves, près de Paris. Exactement, oui. J'ai passé 16 ans près de la porte de Vanves. C'était mon adolescence et mon enfance. Mais avec une chance extraordinaire, comme mes parents travaillaient beaucoup, mon père était commis de chantier, ma mère laborantine. Je passais les week-ends et toutes les vacances chez mes grands-parents en Sologne, près de Ligny-le-Ribaud. Et ça m'a donné l'amour de cette région extraordinaire et un peu, je le reconnais, cette passion personnelle pour la pêche. J'adore la pêche dans les 3000 étangs de Sologne. Dans les étangs. Ça peut aussi se produire en mer, exactement, du côté de l'Atlantique, du côté de la Nouvelle-Aquitaine. Et c'est notre première question, la question cash, posée par un éditorialiste, Jefferson. Merci pour la transition, Marie. Rien à voir avec la pêche, bien entendu. En ramant. Voilà, vous avez cité Philippe Séguin et Jacques Chirac. On va revenir à Éric Zemmour, à Guillaume Pelletier. Le 7 février sur France Inter, il déclare que les HLM sont des terres d'islamisation du pays. Au fond, quelle différence, Guillaume Pelletier, avec Marine Le Pen? Est-ce que vous ne craignez pas que les Français préfèrent l'original à la copie? Dans une campagne présidentielle, nous, on l'a fait avec nos convictions. On ne se compare pas aux uns et aux autres. Bien sûr qu'il y a des convictions communes avec Marine Le Pen, mais on n'est pas là pour copier tel ou tel candidat. Marine Le Pen, Guillaume. Il y a surtout un défi lancé aux Français en disant, voilà, après 5 ans de Macron, 5 ans de François Hollande, le déclin, tout s'effondre. Si vous voulez enfin, pour nous, mais surtout pour nos enfants et nos petits-enfants, sauver la France, il y a cet homme qui est tout sauf un politicien, Éric Zemmour, qui est un Français juif berbère venu d'Algérie,
qui vous propose sur les questions d'immigration, sur les questions du logement que vous évoquez à l'instant, sur la question de l'école que j'évoquais tout à l'heure, une vraie transformation profonde pour réconcilier la France avec la grandeur et la prospérité. C'est ça l'enjeu de cette présidentielle. En clivant autant ? Vous avez une campagne, et c'est ça la démocratie, quelqu'un qui fait l'unanimité, il faut toujours s'en méfier. Ça veut dire qu'il dit rien, qu'il pense rien. Une campagne présidentielle, c'est d'avoir le courage des convictions, de poser un certain nombre de sujets sur la table. Ce sont les Français qui tranchent. Moi, j'ai la conviction qu'ils vont se rassembler innombrables autour d'Éric Zemmour. Et puis, au lendemain, même à la minute même où il sera élu président de la République, il deviendra le président de tous les Français. Mais pour devenir le président de tous les Français, il faut d'abord avoir le courage et l'audace de dire ce que les politiciens ne disent plus. Claire Stanlen. Moi, j'ai une question sur le transfert que vous avez fait effectuer effectivement entre LR et puis quand vous êtes allé rejoindre Reconquête, qui date de début janvier. Est-ce que ce changement de maison, vous en avez fait quelques-unes avant, vous étiez au Front National et puis ensuite chez De Villiers et puis après LR. Est-ce que ce changement, ce choix, il s'est fait à cause de l'adhésion à une idée? Est-ce que c'est une aventure personnelle que vous êtes en train de jouer? Est-ce que c'est, comme on a pu me le dire de manière pas toujours très bienveillante, une histoire d'argent? Parce qu'il y a beaucoup d'argent, on dit, chez M. Zemmour, et du coup, on vous aurait proposé une somme importante. Ah non, ça, j'entends ça de la part d'adversaires affligeants. Il n'y a pas un centime offert à qui que ce soit dans cette campagne présidentielle. Moi, ça fait 20 ans que je suis engagé en politique. Vous avez tout à fait raison, j'ai fait plusieurs partis politiques. En gros, j'ai soutenu Philippe de Villiers, Nicolas Sarkozy, Laurent Wauquiez. On sent à peu près que je ne suis ni à gauche ni centriste. Je suis profondément de droite et comme beaucoup d'électeurs et de citoyens, je cherche depuis longtemps celui qui pourra rassembler les droites. C'est-à-dire François Mitterrand avait eu cette idée terrible. Puisque la gauche était minoritaire, il fallait pour gouverner diviser la droite majoritaire en deux. D'un côté, la droite républicaine, à laquelle j'ai appartenu pendant 13 ans, et puis de l'autre, la droite qu'on appelle la droite hors les murs. J'avais commencé avec Philippe de Villiers, et ce que j'ai beaucoup apprécié... Au Front National et aussi chez Maigret. Ouais. Oui, comme militant. Je parle de responsabilité importante. Là, j'étais simple militant. À l'époque, j'avais été militant avec Jacques Chirac aussi en 95. Et au fond, avec Éric Zemmour, ce qu'on dit... c'est quels qu'aient été vos votes antérieurs. Vous avez cru en Le Pen, en Pasqua, en Séguin, en Chirac, en Sarkozy. Enfin, vous avez un candidat qui vous propose de tous vous rassembler parce que nous sommes d'accord sur l'essentiel. Donc j'ai fait ce choix, qui est un choix qui a été présenté par vos confrères comme courageux, parce qu'il était plus simple pour moi de rester député tranquillement chez les Républicains. En parlant des députés... J'ai vraiment voulu poser un acte qui démontre que les convictions, ça compte 1000 fois plus que la carrière. Alors c'est un choix définitif. Delphine Blanchard, oui, la Nouvelle République. Forcément, les électeurs du Loir-et-Cher nous posent souvent la question à la Nouvelle République. Guillaume Pelletier ira-t-il aux législatives? Je ne parlerai pas des élections législatives avant l'élection présidentielle parce que l'enjeu est tel, c'est la mère de toutes les batailles et le défi est trop important. Si vous voulez, aujourd'hui, il y a un défi migratoire considérable, une immense crainte pour l'identité de la France. L'école, je le disais. Que vous y alliez, vous iriez avec Reconquête, forcément, ça veut dire que vous iriez en face de certains de vos anciens alliés. Vous savez, ça fait 20 ans que j'habite dans ma région du Centre-Val de Loire, ça fait 10 ans presque que les Loir-et-Chériens m'ont fait confiance à 5 reprises consécutives, maire d'abord en 2014, puis le dernier mandat député et conseiller départemental de Chambord. Donc j'y viendrai, bien sûr, on en parlera ensuite, après l'élection présidentielle, mais la priorité des priorités, ce serait très égoïste ou égocentré. D'ailleurs, je le dis à tout le monde, tous ceux qui parlent des législatives, des européennes, ils ne comprennent pas l'enjeu. On a une élection présidentielle qui est en train de passionner les Français. Chaque chose en son temps. Voilà, chaque chose en son temps. Parlons de la campagne. Ah, je trouve que progressivement... Alors, le dernier sondage, c'est 2/3 des Français disent s'intéresser à cette campagne. Il y en a encore beaucoup à convaincre. Mais je peux vous dire, chaque soir, on fait des réunions publiques. Et hier soir, c'était dans l'Isère avec plus de 500 personnes. C'était 8000 personnes à Lille le week-end dernier. Il y a de plus en plus de monde dans les meetings, oui. Oui, en tout cas, la campagne est bien lancée, en tout cas pour vous et pour certains. Allez, petit tour de nos campagnes, de nos candidats à J-58 avant le premier tour de la présidentielle. Regardez. Des tracts, des selfies, des rencontres et un ex-ministre pour un futur candidat qui prend son temps, tranquillement. Tous les présidents de la République ont eu cette question à se poser. À quel moment ils doivent descendre dans l'arène? L'Ukraine plutôt que l'arène, pour le moment, comme un air de campagne à distance, en attendant que le projet macronien soit complètement lisible.
Lui ne semble pas perdre le nord. 4e déplacement pour Éric Zemmour dans les Hauts-de-France. Le candidat de Reconquête essaie de prendre de la hauteur. Quel plaisir d'être de retour sur cette terre du Nord, si humaine, si sincère et si chaleureuse. Dehors, c'est un peu moins chaleureux. Il n'est pas le bienvenu à Lille. Il a le droit d'être là. Nous n'avons jamais empêché d'être là. Mais il n'est pas le bienvenu. On a toutes les cultures ici. Et ce vivre ensemble, nous le cultivons. Et pour nous, c'est une force. Voilà. Oh là là, cette battle à gauche, trop dure pour Anne Hidalgo. Un camp désarticulé, alors la candidate du PS essaye de rester stoïque avec sa copine Martine. Allez, vas-y Anne, montre-nous ton flot jusqu'à Blois. Vous savez, une campagne, c'est tous les jours, tous les matins. Alors, elle ne se relance pas tous les matins, ou alors c'est comme une voiture, vous allumez tous les matins. En attendant de mettre un tigre dans son moteur, Anne Hidalgo est allée défendre son programme pour le grand âge dans un EHPAD. Il faut mettre en place de l'accompagnement à domicile, qu'il faut mettre en place aussi de l'accompagnement dans les institutions comme les EHPAD. Comme Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, c'est sa 3e campagne présidentielle. Mais la comparaison s'arrête là. Pour le SMIC, Nathalie Arthaud place la lutte très haut. Eh bien oui, c'est 2 000 € net qu'il faut. Un SMIC à 2 000 € net. Mais toutes les entreprises ne peuvent pas payer ce SMIC à 2 000 € net. Ah, il y a beaucoup d'entreprises qui peuvent payer ce SMIC à 2 000 € net. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on se prive pour aller chez le boucher. On se prive parce qu'on ne va pas acheter un gâteau en boulangerie. Parce que le gâteau, on essaye de le faire tout seul, parce qu'on n'a plus d'argent. La Vox Populi de la semaine, elle prend son temps. Dans 2 mois, il faudra choisir, mais pour un électeur sur 2, l'indécision domine encore. J'ai un petit peu hésité et j'hésite toujours un petit peu, donc c'est pour ça que je vous disais pour l'instant, mais bon, peut-être que je renouvellerai Monsieur Macron, voilà. Avec ce qu'on est en train de traverser, la précarité étudiante, le Covid et tout, donc je regarde ce que les candidats proposent en fonction de ça et puis j'aviserai. Voilà ce journal de nos campagnes signé de Roselyne Pagès. On a entendu les indécis. Ils sont environ 3 Français sur 5 à être indécis. C'était il y a encore 2 mois par Ipsos. C'est Ipsos qui disait ça. C'est un réservoir de voix pour vous, ces indécis ? Pour tout le monde, oui. Je crois que la force, je le disais, d'Éric Zemmour, c'est que, contrairement à tous les autres, il n'est pas entaché de 20 ou 30 ans de promesses trahies. Moi, ce qui me dérange chez les politiciens, c'est qu'ils promettent beaucoup pendant les campagnes et qu'une fois aux responsabilités, ils ont énormément déçu. Éric Zemmour, il dit la même chose depuis 30 ans, on le lui reproche suffisamment. Il aborde, on l'a vu dans les émissions de cette semaine désormais, cette campagne avec des propositions très concrètes sur des sujets forts. Je pense au grand discours de Lille sur le pouvoir d'achat. C'est le seul, par exemple, à dire depuis 40 ans, à cause de l'immigration, de l'assistanat, de la bureaucratie, les politiciens ont augmenté les taxes et les impôts. Eh bien moi, comme je vais mettre fin à l'immigration, à l'assistanat et à la bureaucratie, je vais pouvoir redistribuer cet argent aux Français, aux travailleurs en augmentant les salaires, aux entrepreneurs en baissant les taxes et les impôts, aux familles pour nous permettre, par exemple, de mieux payer les nounous et les gardes d'enfants, à nos anciens pour payer les retraites. Marine Le Pen, elle dit la même chose. Elle a dit la même chose à Reims la semaine dernière. Il n'est pas le seul. Vous savez, que M. Macron, Mme Pécresse, Mme Le Pen disent ici ou là les mêmes choses que nous, c'est pas grave. Nous, Éric Zemmour, oui, ça, on est différents, ça je le sais. Éric Zemmour, sa force, c'est que il est le plus courageux, personne ne lui enlèvera. Il a une dynamique incroyable, il déploie, il développe une sincérité hors du commun. Il n'est pas du tout dans le calcul politique. Vous savez, il a 63 ans. Son confort, c'était de rester, lui aussi, tranquillement à écrire des livres aux journalistes. Les Républicains. Et donc, mais c'est votre analyse. Nous, on n'est pas dans la politique politicienne. Aujourd'hui, on se réjouit de voir, ça c'est vrai, d'innombrables électeurs les Républicains, comme moi, d'innombrables électeurs du Front National, d'innombrables électeurs indépendants ou patriotes, rejoindre Éric Zemmour. Oui, ma conviction, vous le verrez, le soir du 10 avril, vous allez voir sur vos écrans de télévision 2 visages apparaître, probablement celui du président sortant,
Emmanuel Macron, et celui du futur président, Éric Zemmour. C'est ce duel qui est en train de s'installer dans l'élection présidentielle. La question des droites, Guillaume Pelletier, parce que vous dites qu'Éric Zemmour peut rassembler les droites, mais entre votre départ et celui d'Éric Woerth, qui a rejoint Emmanuel Macron, on voit deux droites irréconciliables surtout, et pas deux droites qui peuvent se rassembler. Ah bah, la droite qui aime la France plus que tout, elle se rassemble autour d'Éric Zemmour, ça je suis d'accord. Ensuite, la droite qui aime pas trop là où vous avez raison, c'est que les Républicains, on voit bien, comme c'est devenu, pour ça que je suis parti, une auberge espagnole sur le plan idéologique. C'est-à-dire vous aviez des gens qui ne pensaient plus du tout la même chose. Bon, moi j'ai de l'amitié, je le connais depuis 13 ans, Éric Woerth, mais on n'était pas du tout d'accord. Rappelez-vous les polémiques, y compris sur ces plateaux. Moi, quand je proposais justement la hausse des salaires pour les travailleurs, et lui avait une vision très libérale de la société. Voilà, on ne pensait plus la même chose, et donc il est légitime que cette formation politique... dans son camp différent. Oui, je pense qu'il est légitime cette formation politique. Comme vous savez, parti chez Macron. Les deux vieux partis politiques, le Parti socialiste, on voit dans quelle situation il est, c'est devenu un petit parti d'élus. Les Républicains, ce sera la même chose. La plupart des adhérents et des électeurs des Républicains vont quitter Valérie Pécresse. C'est la fin programmée de LR. C'est la fin programmée de LR. Je pense que cette élection présidentielle, c'est l'élection de la clarification et à terme de la recomposition. Oui, les Républicains, oubliant le général de Gaulle, oubliant Jacques Chirac, oubliant Nicolas Sarkozy, et ayant fini par tout dire ou ne plus rien dire, eh bien, il est légitime que la plupart de ces responsables finissent par partir. Il y a ceux qui considèrent que la mondialisation est heureuse, que les classes moyennes, ça ne sert pas à grand-chose, ils vont chez Macron. Puis il y a ceux qui considèrent que la patrie est en danger, que l'immigration, l'identité, l'école, ce sont des sujets essentiels et qui viennent chez Zemmour. Sur Nicolas Sarkozy, pardon, après je vous laisse la parole, mais simplement sur Nicolas Sarkozy, il n'a pas encore apporté son soutien à Valérie Pécresse. Qu'est-ce qu'il va faire selon vous ? Elle est sortie de son bureau aujourd'hui en disant une discussion franche. Valérie Pécresse a reçu ses conseils, mais pas son soutien. Vous connaissez très bien Nicolas Sarkozy. C'est quoi une discussion franche? Oui, j'ai été son porte-parole. Je ne suis plus son porte-parole, donc je ne parlerai pas en son nom. Mais si vous me demandez un petit décryptage personnel, manifestement, il est pas très impatient à donner son soutien à Valérie Pécresse, parce que je pense... Ça, c'est moi, c'est mon analyse, hein, qu'il porte... c'est ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'il reproche aux Républicains, il l'a dit d'ailleurs dans le Figaro hier ou avant-hier, de ne plus penser clairement les choses. Vous savez, la politique, elle requiert de la clarté, des convictions, de la ferveur, de la sincérité et du courage. Eh bien, comme Valérie Pécresse ne porte pas ces qualités, de moins en moins de gens ont envie de la soutenir, et c'est ce qu'on sent aujourd'hui. Un mot sur la chasse des parrainages. Vous en êtes à 181, 181 signatures. Le Parti socialiste aussi en est à Anne Hidalgo, 780, je crois. Emmanuel Macron et Valérie Pécresse à plus de 1000. Est-ce que ce système est toujours légitime ? Alors d'abord, pour nous, ce sera long, difficile. On les aura. Éric Zemmour sera candidat à l'élection présidentielle à partir du 4 mars prochain. Mais c'est vrai que c'est un combat dur parce que Éric Zemmour n'a pas un parti constitué. Le parti Reconquête qui va franchir dans quelques heures les 100 000 adhérents. Que pensez-vous de l'initiative de François Bayrou ? Attendez, je finis juste. C'est un parti neuf qui a 60 jours. On n'a pas les groupes d'élus constitués dans les régions ou les départements, contrairement aux grands partis. Et vous conviendrez qu'il est étonnant de voir un Éric Zemmour aujourd'hui au pied du second tour à 15%, avec des difficultés, même si je le rappelle, on va y arriver, et des candidats qui sont à 1 ou 2%, comme Madame Hidalgo, avec des centaines et des centaines de signatures. Madame Marteau, qui en a presque 500. Sur le système proprement dit, pour répondre à votre première question, je crois que c'était une belle idée du général de Gaulle que de vouloir, à travers un filtre, empêcher les candidatures fantaisistes. Ça, c'est une bonne idée. Mais qu'hélas, avec la fin de l'anonymat, c'est devenu parfois un filtre pour écarter des candidatures légitimes. Moi, je le dis sur ce plateau, que M. Mélenchon, que Mme Le Pen et qu'évidemment Éric Zemmour puissent être candidats me semble légitime compte tenu de ce qu'ils représentent dans notre pays. François Bayrou a cette initiative de créer une plateforme pour que des candidats comme vous, qui seraient à plus de 10% dans les sondages, pourraient obtenir leurs 500 signatures. C'est une sorte de réserve de parrainage. Qu'est-ce que vous en pensez de cette initiative ? Je trouve qu'on ne partage pas beaucoup d'idées communes avec François Bayrou, mais franchement, c'est une preuve de sa vision éthique de la démocratie. Je crois que, oui, il faut écarter les candidatures fantaisistes, mais dès qu'on représente un courant profond de la société française, ce serait désastreux pour la démocratie et pour apaiser la colère du peuple français que des candidats comme ceux que je viens de citer ne puissent pas se présenter. Donc vous irez sur notredémocratie.fr. On passe tout de suite à Extra. C'est Extra, c'est maintenant. Voilà, et dans cette partie, cet extra, on va au-delà du local avec des thématiques nationales. On va
Parler identité et liberté religieuse, on part dans votre région. On va parler de la mosquée de Tours qui a enfin sa coupole après 14 ans de travaux et c'est pas fini, regardez. C'est une nouvelle étape qui vient d'être franchie sur le chantier de la future mosquée de Tours. La coupole, qui donne sa particularité au bâtiment religieux, est en train d'être réalisée. Depuis le mois de novembre, de 3 à 5 couvreurs se relaient sur place pour réaliser la charpente, qui servira ensuite de support à une toiture en zinc. Donc là, en volige, c'est une double peau, on met deux épaisseurs croisées de volige. Donc c'est du bois traité, c'est pour ça qu'il est jaune. Et ensuite, ce sera recouvert de zinc. C'est la première mosquée. Après, il nous est arrivé de déjà travailler sur des châteaux, sur des coupoles un peu comme ça. Oui, c'est une certaine fierté parce que bon, c'est pas des chantiers qu'on fait régulièrement, quoi. 232 000 € vont être nécessaires pour finaliser cette coupole, de l'argent qui provient des dons des fidèles. Depuis la pose de la première pierre en 2008, la mosquée a déjà bien avancé, mais elle est loin d'être finie. Les princes arabes ne nous donnent pas de l'argent, hein. Ce n'est que du fantasme. C'est la communauté qui finance et je sais qu'il fait beaucoup de sacrifices. Ça mérite quand même que ce bâtiment, que cette mosquée se termine. Que les musulmans sortent au soleil, il ne faut pas qu'on reste dans nos caves. Parmi les travaux qu'il faut encore financer, la couverture du hall d'entrée et des 2 bâtiments d'ablution. Le chantier débuté en 2010 est donc loin de connaître son épilogue. Alors une première réaction, Guillaume Pelletier, sachant que cette mosquée-là coche vos cases. Ce n'est pas une mosquée cathédrale et elle est à 100% financée par les fidèles. Ça doit vous convenir, ce type de... Oui, moi je suis très attaché à la liberté religieuse. Avec Éric Zemmour, évidemment, on a d'abord beaucoup de respect pour les religions. Et chacun doit pouvoir la pratiquer en toute liberté, en toute dignité. Et nous, ce que nous rappelons, c'est que la France est un pays merveilleux qui a inventé la laïcité, qui permet de faire vivre ensemble ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croient pas. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, bien sûr, nos compatriotes musulmans doivent pouvoir exercer leur foi. Et il ajoute toujours ce mot très, très juste, de manière discrète, comme vous l'avez dit, sans être ostentatoire, et avec une condition indispensable, c'est le financement privé des fidèles, puisque nous souhaitons interdire tous les financements étrangers. Vous parliez d'une terre laïque, il y a des polémiques autour de statuts. Delphine Blanchard. Oui, par exemple, au Sable d'Olonne, votre compatriote et comparse... Statue chrétienne. Voilà, Philippe de Villiers est venu avec Éric Zemmour pour l'Archange Saint-Michel. Le tribunal administratif a dit qu'il fallait déboulonner ça puisque c'était sur une place publique. Alors j'ai envie de vous dire, si Éric Zemmour est président, il ne respectera pas une décision qui est de justice puisqu'il est venu manifester aux côtés de Philippe de Villiers pour dire non, on n'enlève pas cette statue. Ah oui, ça c'est sûr qu'on changera la loi. Vous savez, j'ai parlé de la laïcité qui permet de faire vivre ensemble ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croient pas. Et j'ajoute que la France, et nous en sommes fiers, c'est 2000 ans d'histoire chrétienne. Donc il y a une forme de prééminence de la religion catholique sur le plan culturel, non pas cultuel. Sur le plan cultuel, chaque religion est égale, mais on ne peut pas tourner la page de 2000 ans d'histoire. Vous savez, quand on va dans des pays arabes ou des pays musulmans, on respecte. Voilà, quand on va en Égypte, en Arabie Saoudite, il y a des mosquées, c'est très bien. Et on ne viendrait pas à l'idée de dire il faut déboulonner tout ce qui symbolise l'islam. En France, on vit comme les Français. Nous, c'est 2000 ans d'histoire chrétienne. Donc oui, nos statues de la Vierge Marie, les statues de Saint-Michel l'Archange, les noms de nos villages, les cloches de nos églises, on y tient. Dans les lieux de culte. Ça a toute sa place, là c'est sur une place. Mais pareil, à l'extérieur. Mais la France, c'est 2000 ans d'histoire chrétienne. Vous savez, les noms de nos villages, c'est extraordinaire. Les calvaires au creux de nos chemins, les Vierges Marie, mais ça c'est magnifique. Ça bien sûr qu'on va le garder et qu'on va le préserver et qu'on va le protéger. Un peuple qui n'est pas fier de son histoire et de ses racines, il ne peut pas déployer ses ailes à l'universel. Quand on va dans un pays musulman, on est fier de découvrir la culture musulmane. Quand on vient en France, on doit être fier de découvrir la culture chrétienne. Cette semaine a été lancé le nouveau Forum de l'Islam de France, qui remplace donc le CFCM, le Conseil français du culte musulman, qui est donc bel et bien mort. C'est donc une instance de dialogue entre l'État et le culte musulman. L'objectif est de promouvoir un islam indépendant, en tout cas moins dépendant des pays comme l'Algérie, le Maroc et la Turquie, et notamment pour essayer d'avoir des imams made in France. On va dans le bon sens. C'est une structure que vous approuvez. Oui, j'en ai régulièrement parlé avec Gérald Darmanin, qui est le ministre de l'Intérieur et ministre
des cultes, on a un immense défi collectif, et je sais que seul Éric Zemmour pourra le régler, dans la philosophie que je viens d'expliquer. D'abord, rappeler que la France est une terre à l'histoire et à la culture chrétienne. C'est pas assez. Deuxièmement, non, c'est pas assez dire. Bon, non, toute la classe politique, toujours on a honte, mais non, mais pas tout à fait. Si, 2000 ans d'histoire chrétienne. La France, elle n'est pas née en 1789, elle n'est pas morte en 1789. 1792, Valmy, c'était extraordinaire, mais avant, il y a eu Bouvines, avant, il y a eu Clovis, avant, il y a eu Capet. Et tout ça, nous, on veut le célébrer et le promouvoir. Et puis, c'est une terre de laïcité, parce que la laïcité, c'est pas le laïcisme, c'est pas le mépris des religions, bien au contraire, c'est de permettre à tous ceux qui croient ou qui ne croient pas de vivre ensemble. Et ça passera, évidemment, comme l'ont fait d'ailleurs les catholiques il y a un siècle, comme l'ont fait les juifs également, à une capacité de nos compatriotes musulmans à s'extirper des influences étrangères et à désigner des représentants qui aiment la France plus que tout. Et je crois que l'idée que de contourner tous les représentants soumis à l'étranger depuis des décennies et de s'appuyer sur les responsables locaux. Moi, je vois dans le Loir-et-Cher, on a eu des auditions régulières avec le préfet et les autorités religieuses. Voilà, il y a des Français musulmans extraordinaires qui aiment la France plus que tout et qui ont envie, eux, de dire on est musulman, mais avant d'être musulman, on est français. Par exemple, moi, je suis catholique. Mais je suis français avant d'être catholique, parce que ce qui nous rassemble, c'est notre nationalité, notre amour de la France. C'est une bonne initiative et c'est le gouvernement qui la porte quand même. Ouais, non, mais vous savez, loin de nous l'idée de dire que tout ce qui a été fait avant, c'était raté. Il y a des choses qui sont des bonnes initiatives. Il faudra voir où ça nous mène. Parce que ce que je reproche à Emmanuel Macron et à Gérald Darmanin, je le leur ai dit aussi sur ce sujet, c'est qu'ils avaient fait signer une bonne idée, la charte de la laïcité, et on a appris que 3 fédérations, justement, musulmanes, refusaient de signer cette charte. On voit bien qu'il y a une tentation de la part d'un grand nombre de Français musulmans de refuser les lois de la France et de la République. Dans ces cas-là, vous ferez quoi si vous êtes au pouvoir? J'ai pris un exemple pour le Loir-et-Cher, c'est 13 mosquées. Aucune, pour le moment, le préfet me l'avait confirmé, n'a accepté de signer cette charte de la laïcité. Je crois que si une mosquée refuse de signer cette charte qui rappelle des principes simples, l'égalité entre les hommes et les femmes, la laïcité, le refus des financements étrangers, l'adhésion aux valeurs de la République, il faut fermer la mosquée parce qu'il y a des règles qui sont intangibles en France. On respecte les lois de la France et de la République pour pouvoir vivre justement tous ensemble. Mais ça a l'air simple quand on vous écoute comme ça, mais on a regardé l'émission politique sur BFM, La France dans les yeux, avec Zina qui s'est opposée avec Monsieur Zemmour. L'échange a été très vif, presque trop vif en fait. On a l'impression qu'il a perdu ses nerfs en fait face à elle. Elle est à moitié bretonne, c'est pour ça que je vous en parle. Elle dit qu'elle est à moitié crêpe bretonne et à moitié kabyle, algérienne. Et que lui, comme il répondait, il est 100% semoule. Oui, exactement. Mais bon, ça c'était le côté sympa et marrant. Ce qui est moins sympa, c'est qu'elle a eu plein de menaces ensuite. Donc, comment est-ce que quand on oppose quelque chose qui ne va pas dans votre parti dans Reconquête, est-ce qu'on n'a pas le risque de se prendre des extrêmes qui vous appellent, qui vous menacent, parce qu'elle aujourd'hui on l'a menacée? Vous savez, d'abord, il faut que chacun, effectivement, soit apaisé. Moi, quand j'ai fait le choix d'Éric Zemmour, j'ai reçu énormément de menaces aussi. Bon, il faut que chacun comprenne que la démocratie, ce qui est extraordinaire, c'est le pouvoir, la chance de ne pas être d'accord. Ça, c'est déjà une chance extraordinaire. On ne vit pas dans une dictature, on vit dans une démocratie où il y a des points de vue différents, premièrement. Oui, mais des menaces de mort. Ce que j'aime chez Éric Zemmour, c'est la passion, l'enthousiasme et la sincérité. C'est-à-dire que dans cette émission, la plupart des politiciens viennent en disant « Mais vous avez raison, mais oui, bien sûr, je vais vous donner ça ». Lui, il ne transige pas avec ses convictions. Et avec cette dame, Zina, voilà, j'ai trouvé que c'était un échange chaleureux, vif. Elle a des convictions politiques. On a regardé un peu. Elle est très engagée, elle, à gauche, dans une association en Seine-Saint-Denis. C'est son droit, le plus strict. Mais c'était pas tellement la citoyenne anonyme et d'une neutralité politique absolue. Voilà, il faut que chacun accepte. Moi, j'écoute son point de vue. Elle nous dit qu'en Seine-Saint-Denis, ça va globalement bien. Bon, nous, on considère avec tous nos élus que ça va très mal et que alors c'est pas la faute de Zina ni celle d'Éric Zemmour. Depuis 40 ans, les hommes politiques, à force d'être aveugles et sourds aux problèmes des Français et de ne pas dire ce que nous sommes en train de dire, ça a conduit à un affrontement entre communautés. Éric Zemmour, c'est le seul qui rétablira la paix civile en France. Pourquoi? Il propose à chacun la concorde nationale et la communauté nationale en disant pourtant, à chacun ce qui compte, c'est la colonne vertébrale d'être français. Comment? À chacun de ces meetings, il y a des manifestations. Quand vous voulez, il n'y a pas de signe d'apaisement là. Non, il dit je suis contre la société multiculturelle. C'est plutôt l'inverse. Oui, nous sommes
je réponds aux deux questions. Oui. Bien sûr que la France est une société pluriethnique. Il y a des ethnies différentes. Mais ce qui est fantastique, c'est qu'il y a une seule culture, une seule communauté nationale. C'est comme ça qu'on pourra rassembler. Et sur la question des meetings, vous le voyez bien, est-ce que vous avez vu un seul d'entre nous aller manifester contre un meeting de Pécresse, Macron, Mélenchon ou Hidalgo? Non. Donc moi j'appelle ceux de gauche ou de l'ultra-gauche qui arborent des drapeaux de la démocratie à l'appliquer pour eux-mêmes. Dans une démocratie, on ne vient pas perturber les meetings de ses adversaires. C'est la preuve que ces gens-là, n'ayant pas le courage ou la force de défendre leurs arguments, sont obligés de céder à la violence. C'est regrettable et affligeant pour eux. On avance un peu, parlons des convois de la liberté qui sont désormais aux portes de Paris, donc ce mouvement qui est importé du Canada. Ces Français dénoncent le pass vaccinal, mais il y en a aussi qui dénoncent la hausse des prix. 7200 gendarmes et policiers sont actuellement mobilisés. Soutenez-vous ce mouvement ? En tout cas, puisque ce mouvement demande l'abrogation du pass vaccinal, des mesures fortes pour les classes moyennes, pour augmenter les salaires des travailleurs, bien sûr que ce mouvement porte des revendications légitimes. Ce qu'il faut que ces gens sachent très bien, c'est qu'avec Éric Zemmour, nous abrogerons le pass vaccinal. 2, nous créerons... Ce sera fait avant la présidentielle. Ce sera fait avant la présidentielle, justement. Attendez, vous n'êtes pas naïf. Ça sera fait quand? Oui. On parle du 28 février. Mesure électorale. C'est extraordinaire. Monsieur Macron, alors que tous les pays du monde étaient en train de basculer dans la liberté, crée ce pass vaccinal à contretemps, pour mieux, quelques jours avant le premier tour de l'élection présidentielle, l'abolir. Tout ça est affligeant. Il est temps que les Français retrouvent leur liberté. Je pense entre autres à nos enfants. Quand je vois qu'on impose encore à nos enfants le port du masque, vraiment, les experts et les gouvernants se fichent de nous. Et bien avec Éric Zemmour, nous allons abolir le pass vaccinal. Nous allons, sur la question des carburants, enfin avoir une autre politique avec, vous savez, le chèque carburant pour les classes moyennes, surtout ceux de la France rurale, parce que ce que les politiciens ne comprennent pas, moi je vis depuis donc dans le Loir-et-Cher. Et le nombre de fois, on discute avec tous les Soloniaux, nous la voiture, c'est pas un choix. On se dit pas le matin, tiens, j'ai le choix entre le TER, le RER et la voiture. C'est une obligation. Et donc, il nous faut que l'État comprenne que notre rapport à la voiture, c'est notre outil de travail, la voiture. Justement, donc, on a besoin d'aide et de soutien de l'État. D'écouter un des participants de ces convois de la liberté. Il est chauffeur routier, chef d'entreprise de transport. Il vient de Perpignan. Écoutez-le, c'est une question pour vous, la question mobile. Bonjour, monsieur Pelletier. La question est la suivante. Je participe en ce moment avec mon camion au convoi de la liberté. Et nous convergeons des 4 coins de la France vers Paris pour réclamer la fin des mesures sanitaires liberticides. Je voudrais votre sentiment concernant ces mesures qui perdurent alors que la majorité des pays européens reculent et tendent vers un retour à la normale. Que préconisez-vous pour contrer ou pas l'explosion des prix de l'énergie, et en particulier celui de l'essence et du diesel, qui sont lourdement taxés en France? Voilà. J'avais même pas... Voilà, mais il a tout à fait raison. D'abord, donc, première Il attend des réponses. La réponse va aller claire. La première, nous abrogerons, c'est-à-dire que si jamais c'était pas fait parce que je me défie avec Emmanuel Macron, le 25 avril au matin, lendemain de l'élection d'Éric Zemmour, nous abrogerons immédiatement le pass vaccinal et toutes les mesures liberticides. Mais vous avez bien vu la situation. D'accord. Maintenant, on est pays isolés dans le monde. L'Europe tout entière bascule dans la liberté, sauf nous. C'est quand même. Et les prix de l'énergie. Et sur la question de l'énergie, pour que chacun comprenne bien. Alors d'abord sur l'énergie, après j'arrive à l'essence. On paye une politique folle de la France depuis bien longtemps de suppression progressive du nucléaire. D'ailleurs, Emmanuel Macron lui-même, je ne sais pas lequel croire, celui qui en 2018 disait « je vais supprimer des centrales nucléaires » ou depuis hier, il découvre, tiens, je vais recréer des centrales. Voilà. Qui sont prévus dans le programme, voire donc les Français, PR2. Comme on n'est pas complètement idiots, nous les Français, ça c'est dans votre programme. Un président qui nous dit tout et son contraire en 2-3 ans, donc ne lui faites plus confiance. Éric Zemmour, depuis toujours, et c'est d'ailleurs ma position, la région Centre-Val de Loire d'ailleurs étant une région particulièrement puissante sur la question de l'indépendance énergétique avec nos centrales nucléaires, avec ces milliers de salariés extraordinaires qui garantissent aussi notre sécurité, nous ferons de la filière nucléaire à nouveau une filière d'excellence qui est la garante de notre indépendance énergétique. Mais ça nous évitera, avec Emmanuel Macron, là. Ça nous évitera d'aller importer du gaz ou toutes les autres énergies de l'Europe ou du monde entier.
Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième réponse que je fais à ce monsieur sur la question de l'essence. On aura une double mesure avec Éric Zemmour. D'abord, un blocage des taxes ou des prix en fonction des hausses. Et plus largement, il y a toute une réflexion à avoir sur le temps long. Vous savez que là aussi, des filières d'excellence sur le plan industriel, de relocalisation, avec des voitures propres, avec le bioéthanol. Enfin, il y a plein de perspectives qui, puisqu'elles n'ont pas été anticipées, nous amènent aujourd'hui à une situation de blocage. Et de manière urgente, ce chèque carburant pour les Français du monde rural, classe moyenne et Français modestes, qui ont du mal à boucler les fins de mois pour leur permettre... Vous distribuez également des chèques. C'est sur le modèle du ticket restaurant. Ouais. C'est un ticket carburant qui est transmis de l'entreprise aux salariés. Ça coûte rien à l'entreprise parce que c'est déduit des impôts de l'entreprise, hein, c'est important de le préciser, mais ça permettra chaque mois de prendre en partie. Ça, c'est pour les salariés. Voilà, juste sur les taxes des carburants, vous les bloquez, mais vous ne les baissez pas? Ah, il faudra à terme, sur toute la réforme de l'État, on est en train d'y travailler, bien sûr, baisser ces taxes sur les taxes. Parce que ce qui est intéressant, pour que chacun comprenne, il y a des taxes. Et l'État a inventé une taxe sur la taxe. Oui. Donc vraiment, on marche sur la tête. De toute façon, on est le pays le plus socialiste du monde sur le plan fiscal. Donc avec nous, on y mettra fin. fin. OK. Avant de passer à notre partie C'est un train, je vous propose 4 unes de notre presse quotidienne régionale. À vous de choisir celle qui vous parle le plus. Regardez, une une plutôt football, une fois n'est pas coutume, de Sud-Ouest avec David Guillon qui va entraîner les Girondins, voilà, après le départ de c'est l'ancien de Reims, oui, non? Ouais. Ouais. Est-ce que vous... Fan de foot, moi. Fan de foot, voilà. Une de La Voix du Nord, chat noir sur le festival, ça c'est à cause du Covid, encore une fois. Le Télégramme qui revient sur le scandale des EHPAD, 7 rapports en 4 ans. Et puis la Nouvelle République qui titre sur le boom des voitures électriques. Voilà. Une récente, vous choisissez laquelle à commenter? Bon, je suis fan de foot, mais un petit moment, si vous me permettez, sur les EHPAD, parce que j'ai été maire et président de comité de commune, donc j'ai présidé des EHPAD et des MARPA en Sologne. C'est un sujet qui me préoccupe beaucoup. Alors, je vous propose la question éthique. Oui, pardon. De notre journaliste Delphine. Le scandale Orpea, forcément, a mis en lumière tout ça. Éric Zemmour, excusez-moi. Éric Zemmour, qu'est-ce qu'il ferait dans ces cas-là? C'est souvent un manque de personnel, de moyens également, de contrôle aussi. Parce que l'État a failli. Voilà, c'est tripartis entre les ARS, les conseils départementaux. C'est très très compliqué. Éric Zemmour, que ferait-il? Alors, plein de choses. Je voulais en parler parce que c'est un sujet vraiment qui me passionne. Moi, comme je l'ai dit, j'avais un lien particulier avec mes grands-parents qui sont beaucoup occupés de moi et je trouve que je les ai accompagnés tout à la fin de leur vie et ça m'a beaucoup marqué. D'abord, un principe, nous ferons tout pour privilégier la retraite à la maison plutôt que la maison de retraite. C'est-à-dire tout faire à travers la domotique, les moyens de nos départements, je suis conseiller départemental, pour favoriser le maintien à domicile le plus tard possible et les entités intermédiaires comme les MARPA, qui sont des entités extraordinaires qui permettent, quand on est encore un peu autonome et qu'on ne veut plus être tout seul, des maisons dans le monde rural. Sur la question des EHPAD, d'abord je voudrais rendre un hommage extraordinaire à ces milliers de soignants, d'aidants, qui sont des gens extraordinaires, avec qui j'étais, je pense à Michel Jaffré en cet instant, justement à Anna-sur-Beuvron et à tant d'autres. Et donc, il y a quand même, la plupart des EHPAD sont très très bien gérés, il y a des gens extraordinaires. Il y a eu des excès inacceptables qu'il nous faut condamner. Comment? Par des contrôles. Alors, il faut arrêter avec le truc tripartite dont vous parliez, où chacun se dédouane en disant c'est l'autre. Nous, on propose de supprimer les ARS. Parce que c'est une strate administrative qui ne sert à rien, on l'a vu pendant la crise sanitaire, de redonner le contrôle. De santé, Voilà, de redonner le contrôle aux préfets et aux départements, qui pourront de manière beaucoup plus régulière et dans la proximité effectuer ces contrôles. Et plus largement, nous devrons mettre sur la table, sans doute l'un des grands sujets pour ma génération ou celle qui viendra après, c'est le financement du 5e risque, de la dépendance, avec ce qu'on appelle cette mutuelle qui permettra aussi aux jeunes générations, puisqu'on vit de plus en plus longtemps, de financer nos EHPAD, parce qu'il manque des milliards d'euros. Hein, c'est 1% du PIB pour les personnes âgées actuellement. Il faudrait que ça soit 3%. Éric Zemmour pourrait s'engager à ça? C'est pour ça que c'est cette idée de réflexion, mais dans la concertation, en mettant tout le monde autour de la table. La seule solution pérenne, Nicolas Sarkozy l'avait dit, Emmanuel Macron l'a aussi évoqué, mais ça n'a jamais été mis en œuvre, c'est le financement du 5e risque par cette... assurance complémentaire. Ça sera la seule solution probablement. L'a évoqué la semaine dernière à votre place. Allez, on enchaîne. Intra.
Allez, dans C'est un train, on plonge dans nos régions avec un dossier porté par chacun de nos journalistes. Et on commence par la Bretagne et cette mise à flot d'un nouveau navire de la Brittany Ferries, un navire écolo. Regardez. Une bénédiction en bonne et due forme pour le Salamanca, le nouveau navire de la Brittany Ferries. L'entreprise Roscovit met toutes ses chances de son côté et ça semble marcher. La première compagnie maritime française aurait, sans l'aide de l'État, économiquement frôlé la correctionnelle pour le président du directoire, Jean-Marc Rouet. Quand on fait en 2 ans ce qu'on faisait comme business en une année pleine, on ne fait que la moitié en 2 ans. Évidemment, nous avons frôlé le naufrage. La compagnie voit enfin le bout du tunnel. Le carnet de commandes se remplit. Depuis la 3e semaine de janvier, avec la levée des restrictions sanitaires, les réservations en masse se multiplient pour revenir à des chiffres proches de ceux de 2019. Avec ce bateau propulsé au GNL, gaz naturel liquéfié, le Salamanca est l'un des plus modernes, l'un des plus grands et l'un des plus propres de toute l'Union européenne. Une prouesse pour le député du Morbihan, Jimmy Pain. On sait que le transport maritime mondial, c'est l'équivalent du Japon en termes de gaz à effet de serre. Donc il faut qu'on fasse des efforts et vraiment les armateurs français le font. Pour le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, le Salamanca, c'est à quelques jours du One Ocean Summit, le symbole des enjeux de la protection de la planète. Et puis, c'est un événement qui n'a jamais eu lieu. Et ce sera sous la présidence française de l'Union européenne. Ça mettra en valeur évidemment la Bretagne, le port de Brest, mais aussi Brittany Ferries, puisque le Salamanca, qui est un des premiers bateaux qui aura maintenant des outils de protection de l'environnement dans sa propulsion, a montré l'exemple de ce qu'on peut faire. Voilà, le Salamanca qui accueille en ce moment même une vingtaine de chefs d'État qui se rendent le sommet des océans, n'est-ce pas Claire? Oui, exactement, qui se rendent à son bord. Donc je ne sais pas si vous avez suivi un peu, mais c'est le bateau le plus propre d'Europe, en tout cas l'un des plus propres d'Europe, qui est propulsé au gaz naturel. En ce moment à Brest, il y a un sommet avec 20 chefs d'État. J'ai cherché bien dans le programme d'Éric Zemmour toutes les mesures qu'il pouvait y avoir autour de la biodiversité, de la sauvegarde des océans. Olivier Poivre d'Arvor, qui s'occupe de la sauvegarde des pôles, disait que ces décisions, il faut les prendre non pas dans 20 ans, dans 50 ans, mais il faut les prendre dans les 2 ans à venir. Je n'ai pas trouvé grand-chose sur les mesures écologiques d'Éric Zemmour. Qu'est-ce que vous feriez, qu'est-ce que vous allez faire sur la biodiversité, sur les océans? Quelles sont les mesures concrètes que vous allez prendre? Alors on va les présenter bientôt, mais je peux déjà vous deviez les présenter fin janvier, j'avais vu. On fait, vous savez, chaque week-end, il y a un grand meeting avec des présentations thématiques. Il y a encore 60 jours avant le premier tour de l'élection présidentielle. Évidemment, la question de l'écologie, c'est une question centrale. Il l'a rappelé encore dans une émission récemment avec la question du réchauffement climatique. On part quand même, nous, d'un principe, contrairement là encore aux politiciens de bonne conscience, c'est que il faut rassurer les Français. Chacun doit y prendre sa part. Mais la France, c'est seulement 1% des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux Américains, aux Chinois. Donc d'abord que les grandes puissances qui polluent prennent leurs responsabilités avant d'accuser la France et les Français. Premièrement. Deuxièmement, nous avons des filières d'excellence. C'est extraordinaire, Jean-Yves Le Drian a tout à fait raison. C'est une fierté quand même que d'avoir en Europe, comme ça, un bateau zéro pollution. Ça, c'est extraordinaire et il faut qu'on continue. En tout cas, avec Éric Zemmour, on propose, nous, la création... on les a rencontrés d'ailleurs d'une grande filière industrielle de récupération des plastiques. Oui. Ce serait très intéressant, entre autres sur la côte atlantique et en Méditerranée, pourquoi pas en Bretagne ou un peu plus au sud, dans le sud-ouest. Deuxièmement, on a toute une vision sur le transport maritime, ça a été dit, c'est 2 à 3%. Là aussi des émissions de gaz à effet de serre. Donc on propose, nous, de relocaliser le maximum de production. Qu'il y ait moins de déplacements. Voilà, pourquoi il y a la pollution, c'est qu'on a aujourd'hui... C'est là que j'en veux un peu aux écolos. Moi, je suis profondément écolo dans le sens enraciné. Moi, j'adore la biodiversité, je suis pêcheur. C'est pas dans le programme d'Éric Zemmour. J'adore la nature. Voilà, donc les agriculteurs, les pêcheurs, les chasseurs, on est à fond, parce que c'est notre quotidien, pour la biodiversité. Mais le transport maritime, comme tout... Les transports, d'ailleurs, c'est la conséquence de la mondialisation sauvage et financière. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que la France importe 50% de ses fruits et légumes. Non, mais on marche sur la tête, alors qu'on a des maraîchers, entre autres dans le Loir-et-Cher et partout dans notre pays, hors du commun. Et donc, avec Éric Zemmour, on va relocaliser. On va libérer nos agriculteurs des contraintes. On va permettre aux Français de se nourrir local. Par exemple, on a pris une initiative dans le département de Loir-et-Cher. Alors, on s'éloigne un peu de la mer, mais enfin, c'est quand même la biodiversité. C'est, avec le président Philippe Gouet, c'est de dire, l'objectif d'ici 3 ans, c'est que 100% de nos cantines scolaires et cantines collectives, 8 millions de repas chaque année,
et 50 millions dans la région Centre-Val de Loire, ce soit 100% produit local. On a la chance en Centre-Val de Loire, on a tout. On a des céréaliers, on a des éleveurs, on a des maraîchers, et on continue à aller chercher au bout du monde de quoi nourrir nos enfants. Eh bien, quand on recréera le lien entre nos paysans locaux et nos enfants, nos anciens, dans les maisons de retraite, toute la restauration collective, déjà, non seulement ce sera beaucoup mieux et meilleur pour se nourrir, mais on réglera en grande partie la question des transports excessifs qui polluent la planète. Peut-être du pouvoir d'achat aussi. Passons au logement. On va en parler avec Jefferson, Sud-Ouest. Oui, Marie, simplement une proposition parce qu'il faut qu'on aille vite. Vous logement ou mal logement. La loi SRU. Oui. Qu'est-ce que vous dites justement, on parlait en début d'émission des HLM, pour qui Éric Zemmour dit que ce sont des terres d'islamisation. Vous faites quoi? Solidarité et renouvellement urbain pour SRU. Social et les pourcentages de logements sociaux. C'est un peu la question décentralisation parce que... Deux choses concomitantes. Une chose d'abord, c'est que oui, on supprime la loi SRU qui vise à imposer à toutes les communes, y compris les communes des villes moyennes, hein, puisque c'est à partir de 3000 habitants. 2000 communes c'est ça. concernées. Le déploiement de ces logements Donc un quota sociaux de 25% qui importent beaucoup de difficultés. C'est ce qui est dans la loi. On réserve les logements sociaux aux Français. Et je rappelle que français, c'est pas une question de religion, de couleur de peau et d'origine sociale. Et on réfléchit en ce moment, ça c'est une de mes propositions de loi, mais c'est à Éric Zemmour de trancher. J'avais beaucoup travaillé avec Philippe Briand et Jean Maillet, député d'Indre-et-Loire pour le premier, sénateur de l'Indre pour le second, à une vraie révolution sur la question du logement. C'est de contraindre tous les bailleurs sociaux à vendre 5% chaque année. Ça, c'est inédit, hein, de vivre cette réflexion. 5% chaque année de leur parc pour que les locataires des logements sociaux deviennent propriétaires de leur logement social, pour que ça coûte 9 milliards d'euros en moins pour l'État, et qu'avec cet argent, les bailleurs sociaux puissent construire de nouveaux logements, parce qu'on sait qu'on a un manque de logements dans notre pays. Mais avec un changement radical, c'est qu'un locataire qui devient propriétaire, ça change tout. Ça change tout pour l'entretien du parc social, ça change tout pour sa propre retraite. Vous savez que quand moi je vois mes parents qui étaient locataires, quand vous arrivez à la retraite et que vous êtes encore locataire, c'est lourd parce que vos revenus diminuent quand le montant du loyer il reste similaire. Et donc cette révolution de la vision du logement social, de l'accession à la propriété, ça c'est quelque chose qu'on porte en profondeur avec Éric Zemmour. Très forte, vous faites comment? Dans les villes où la pression immobilière est très forte, vous faites comment, Guillaume Pelletier? Justement, elle est très forte et ça coûte cher parce que les bailleurs sociaux, qui ont beaucoup construit, n'ont plus le cash nécessaire pour construire. Pour une raison simple, c'est que les locataires restent locataires. Quand vous allez faire passer de locataire à propriétaire, c'est-à-dire permettre au bailleur social de récupérer de l'argent, puisqu'il va acquérir la somme de la propriété, c'est une somme qui permettra de construire de nouveaux logements. Donc alors ça mettra un peu de temps, mais c'est un changement complet de philosophie sur le logement social. On le réserve aux Français, on supprime la loi SRU qui est une contrainte absurde pour les mairies, et on permet à tous les locataires sur 20 ans, puisque 5% par an, de devenir propriétaire de leur logement. La question de la mixité sociale qui sous-tend cette loi SRU. Mais justement, c'est là l'imposture de cette loi. C'est que si c'était la mixité sociale, très bien, ça ne l'est plus du tout. C'est devenu le communautarisme absolu, la loi SRU. Et donc nous, on veut mettre fin au communautarisme. De Sud-Ouest que vous voyez derrière vous et devant vous, sur ces bidonvilles qui se multiplient autour de Bordeaux. D'un mot. Mais justement, il y a plein de choses. Je le répète, on mettra fin à l'immigration. On s'occupera d'abord de la misère chez nous, parce qu'il y a beaucoup de misère chez nous, plutôt que d'accueillir toute la misère du monde, pour reprendre la phrase de Michel Rocard, premièrement. Deuxièmement... toute la misère du monde, oui. Comment? On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde, exactement. Oui. Bah oui, il faut d'abord s'occuper. Vous savez, c'est très facile d'aimer son lointain si on n'aime pas son prochain. Donc d'abord s'occuper de tous ceux qui sont sur le territoire national et de tous nos compatriotes. Et autour de nous, avec une vision peut-être parfois étriquée, je m'adresse... Non, je ne crois pas. La vraie fraternité, c'est de s'occuper de celui qui est là et qui est en difficulté. Allez, Delphine Blanchard, vous finissez avec votre région, le Centre-Val de Loire. Oui. Et Delphine vous parle de ces villages chrétiens. Ouais, d'un dossier très très précis qui divise dans le Loir-et-Cher, et vous avez dû en entendre parler.
Le village chrétien de l'île Bouchard qui va sortir de terre à l'été, cet été. C'est une initiative d'une agence immobilière privée. Monasphère. Elle appelle ça des sphères religieuses. Elle voudrait mettre dans un lotissement 17 logements des chrétiens désireux d'être à proximité d'une église. Vous parliez tout à l'heure en fait du repli sur soi. Est-ce que ça c'est pas du séparatisme et du communautarisme? Et si la même chose se faisait avec un village musulman, j'ai l'impression qu'Éric Zemmour et que vous-même vous offusqueriez très fortement. Et là, qu'est-ce qu'il en est? Ça divise. Comment? Ça divise apparemment déjà. Oui, je me suis renseigné bien. J'ai lu d'abord la Nouvelle République. Je me suis renseigné auprès des élus locaux. Il y avait une condition que j'ai posée qui est très claire. Ce village, alors c'est 17 logements d'un lotissement. Oui, certes, mais voilà. c'est fort. Il n'est pas, c'est un principe fondamental, il n'est pas réservé aux chrétiens. C'est très important de bien le comprendre. Oui, et la maire, d'ailleurs... C'est bien que les musulmans ne vont pas venir... L'île Bouchard, je connais, c'est magnifique. D'ailleurs, j'invite chacun, croyant ou pas, à venir voir. C'était l'apparition de la Vierge Marie en 1947. C'est absolument magnifique. Bref, au-delà de ça, la mairie dit, elle a raison. Si c'est un moyen d'accueillir des nouvelles familles, des enfants pour sauver notre village, pourquoi pas, à la condition stricte qui est la nôtre avec Éric Zemmour, il ne peut pas y avoir d'exclusion religieuse. Et ça n'est pas le cas, c'est pas réservé aux chrétiens, c'est un lotissement qui va être adossé à un sanctuaire religieux. Bon, à partir de là, ça me dérange pas. Et surtout, je le rappelle, en plus, c'est très important de bien le comprendre, je le dis de manière très apaisée, je respecte toutes les religions et toutes les absences de religion, mais en France, il y a une prééminence culturelle pour la religion chrétienne. C'est très important de bien le comprendre, parce que c'est notre philosophie, ça sera notre philosogie une fois au pouvoir. C'est l'ancien histoire qui parle là. Oui, je suis passionné d'histoire, ça c'est vrai. Donc un projet qui viendrait d'une agence à vocation musulmane pour les musulmans, ça, vous seriez favorable? Non mais vous savez, un lotissement réservé à des musulmans, ça me choquerait profondément, je viens de le dire. Là, ça n'est absolument pas le cas. C'est un lotissement de 17 maisons adossé à, bon, là, on joue sur un sanctuaire. Vous voyez ce que je veux dire? Non, réservé. Ah non, c'est ça qui serait dangereux et inquiétant. C'est pas le cas. Entendu. Merci beaucoup, Guillaume Pelletier, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous trois pour les questions, en l'occurrence. Merci aux télévisions locales pour les images. Merci à vous derrière vos écrans. On se retrouve la semaine prochaine. Très bon week-end. Bye bye.